La République est-elle un idéal ? Liberté, égalité, fraternité, laïcité, autant de termes phares de l'esprit républicain qui semblent aussi difficiles à définir qu'à mettre en œuvre. Alors après la liberté hier avec Florent Guénard et avant la fraternité demain en compagnie de Marcel Gauchet, émissions enregistrées depuis Lille dans le cadre du festival Cité Philo, retour en studio aujourd'hui, le temps d'une émission en compagnie du philosophe américain Philippe Pettit, professeur de philosophie politique à l'université de Princeton, auteur d'un ouvrage intitulé Républicanisme, une théorie de la liberté et du gouvernement, publié chez Gallimard, qui a répondu favorablement à notre proposition d'émission à partir du deuxième terme de la devise, celui d'égalité. Bonjour à vous Philippe Pettit. Bonjour. Philippe Pettit, nous essayons cette semaine de réfléchir sur l'idée de république. Et je dis idée, car la question est de savoir si celle-ci est autre chose qu'un idéal auquel nous pouvons tendre, mais qui ne sera jamais pleinement réalisable. Vous vous inscrivez dans le courant de pensée qu'on appelle le républicanisme, en anglais. Vous semblez donc bien placé pour répondre à la question qui nous occupe cette semaine. Alors, est-ce que le rapport entre liberté, égalité et fraternité, ce que vous appelez la French Connection, eh bien, ce rapport est-il pertinent du point de vue des politiques publiques, ou bien est-il surtout rhétorique ? Well, the slogan is obviously rhetorical. Évidemment, Liberty, la devise liberté, égalité, fraternité est d'ordre rhétorique. Cependant, je pense que cela se reflète dans les politiques publiques. Peut-être qu'on pourra en parler plus tard. Quand je parle de la French Connection, eh bien, évidemment, France, c'est le lieu parmi tous les lieux où la tradition républicaine a pu avoir une influence si importante dans la vie publique. Initialement, évidemment, c'était par le truchement de la rhétorique et par le truchement également de l'idée de républicanisme. Mais au fur et à mesure, les choses ont évolué et cette rhétorique a évolué pour devenir partie intégrante des politiques publiques. Précisons d'emblée pour les auditeurs français qui ne sont pas familiers de ce terme, ce que signifie pour vous le républicanisme comme courant d'idées, Philippe Pettit. Le républicanisme, ça se rapporte à une très longue tradition. La guerre d'indépendance des États-Unis, qui arrive à la fin de cette tradition en quelque sorte. La tradition perdure, certes, mais la guerre d'indépendance des États-Unis, la Révolution française, c'est là l'apogée du républicanisme. Tradition qui remonte très clairement à la Rome antique. Et c'est justement ce que disent les républicains du XVIIIe siècle, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Est-ce que vous voulez que je parle de la façon dont je vois cette tradition ? Je peux, si vous voulez. Ah oui, c'est le sens de ma question. Comment est-ce que vous investissez ce terme même de républicanisme qui paraît exotique en français quand même ? En réalité, il y a trois idées qui sous-tendent cette tradition de républicanisme. Ces idées, on les retrouve déjà à Rome et elles sont maintenues au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance, alors que le républicanisme connaît une espèce de renaissance. C'est également le cas au XVIIIe siècle. Ces trois idées sont les suivantes. Une certaine idée de liberté, idée qui elle-même est liée à la notion d'égalité, par exemple, et évidemment à la notion de fraternité ou de communauté, comme on dit. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'il y a une constitution mixte où il y a différentes représentations du peuple. Et le pouvoir est réparti dans différents centres de pouvoir ou sphères d'influence. Ça, c'est la deuxième idée. Et la troisième idée, c'est qu'une partie essentielle de cette constitution mixte, c'est que le peuple lui-même fait partie du pouvoir, non pas en mettant simplement un bulletin dans l'urne, mais ils peuvent garder un œil sur le gouvernement en quelque sorte. Le peuple est vigilant. C'est le terme qu'on utilise pour ce qui est de regarder le gouvernement et de mettre au défi le gouvernement de poursuivre dans le but qui lui a été assigné. Ce que vous venez de définir ici, est-ce un but à atteindre ?
Est-ce que c'est ce que le républicanisme doit être, devrait être de manière idéale, ou bien est-ce une modalité de fonctionnement que l'on peut observer et qui parfois fonctionne moins bien que d'autres? C'est le but, c'est l'idéal. Parce que chacune des idées que j'ai citées n'est satisfaite que dans une certaine mesure. Mais c'est un idéal quand même assez clair. Mettons d'abord l'accent sur la notion de liberté. La façon néolibérale d'aborder la liberté consiste à dire que lorsqu'on est libre, eh bien on a carte blanche en quelque sorte. On peut agir comme on veut, selon certaines limites, à condition de ne pas nuire à autrui. Mais bon, c'est une notion de carte blanche. L'ancienne idée de liberté, l'idée républicaine de liberté est tout à fait différente. Cela nécessite d'être protégé contre une éventuelle intervention dans une gamme de choix qui constitue ce que l'on appelle les libertés fondamentales. La différence entre ces deux démarches donne lieu à ceci. Si, à Rome, on est esclave avec un maître relativement sympathique, dans ce cas-là, l'esclave a une espèce de carte blanche, une espèce de liberté. Il peut agir comme bon lui semble en fonction de certaines libertés fondamentales. Si on prend la notion néolibérale de la liberté aujourd'hui, eh bien, cet esclave, qui aurait toujours un maître sympathique, aurait eu beaucoup de liberté. Mais selon la façon de voir républicaine ou romaine, on ne peut pas dire que l'esclave était libre. Il peut certes agir comme il veut, mais c'est uniquement parce que le maître lui permet d'agir comme il veut. Si le maître ne souhaitait pas qu'il agisse comme bon lui semble, eh bien, il ne pourrait pas agir, il ne serait pas libre. Autrement dit, l'esclave dépend de la bonne volonté du maître. Et cela signifie que dans cette conception du républicanisme, il y a un manque de liberté. En latin, il y a le mot dominatio, donc domination en français, et cela décrit la position de l'esclave par rapport à son maître, même s'il est accommodant. Donc, quel que soit le maître, on est dans une situation de souffrance. Et dans la notion républicaine de la liberté, il faut éviter d'avoir un maître. Il faut ne pas avoir de maître. Il faut éviter la domination. Alors, c'est très important de ne pas avoir de maître parce que cela vous permet d'avoir carte blanche et d'agir comme bon vous semble. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir un maître à condition qu'il soit accommodant. Alors, évidemment, cela peut avoir des implications sur le plan politique. Mais ce que vous montrez dans votre livre, c'est que cette liberté comme, disons, absence de domination dépasse l'opposition traditionnelle entre la liberté positive et la liberté négative. Pour le dire en un mot, la liberté négative, c'est n'être enfreint par aucun obstacle. Donc, et juger libre celui qui n'est empêché en rien. Quand la liberté positive serait celui qui agit véritablement de manière libre. Votre concept de non-domination a ceci de novateur qu'il dépasse cette opposition de manière à déceler une forme de domination dans des rapports intersubjectifs, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus pragmatique et proche de la réalité que ça n'est en réalité conceptuel au sens le plus abstrait du terme. À vrai dire, c'est quand même assez conceptuel. La distinction entre la liberté positive et la liberté négative apparaît assez tardivement, au XVIIIe siècle. C'est une invention de Jeremy Bentham. Bentham qui est le premier à défendre cette nouvelle pensée libérale de la liberté, autrement dit une non-intervention ou alors cette notion de carte blanche dont j'ai parlé. Bentham, lui, parle de liberté positive et de liberté négative pour aller à l'encontre de la liberté positive. Mais la liberté positive, ce n'est pas l'ancienne façon républicaine d'envisager la liberté. Ça, il faut bien le comprendre. Je veux le souligner. Vous avez décrit ma pensée à propos de la liberté républicaine comme étant nouvelle, mais elle n'est pas nouvelle du tout. Cette pensée quant à la liberté comme étant l'absence de domination était, je dirais, la pensée qui prévalait dans la tradition européenne. Ça date de Rome, c'est passé donc au Moyen Âge pour aller jusqu'au XVIIe et même au XVIIIe siècle.
Dans cette tradition, cette image de ne pas être libre, c'est l'image d'un individu qui est soumis à la volonté de quelqu'un d'autre, donc un esclave par rapport à un maître. Et dans cette façon d'envisager la liberté, à cette époque-là, toutes les femmes sont considérées comme n'étant pas libres. En effet, elles sont assujetties à cette domination par le père ou le mari. Et il n'y avait que peu d'individus, des hommes, qui étaient véritablement libres. Mais leur conception de la liberté était assez riche. Et au XVIIIe siècle, avec les révolutions républicaines, cette façon de voir la liberté qui n'était qu'à la disposition des élites précédemment devient présentée comme une sorte de liberté à la disposition de tous. Et ça c'est révolutionnaire. La réaction libérale à cette révolution a consisté à changer la notion de liberté pour qu'elle soit plus mince et d'accepter le fait que tout le monde doit être libre, bien entendu. Mais aujourd'hui, dans cette nouvelle pensée plus mince que l'ancienne façon, vous voyez? Par exemple, dans cette nouvelle façon d'envisager la liberté, on est libre si on ne fait pas l'objet d'une intervention, d'une interférence. Autrement dit, une épouse qui a un mari gentil et qui intervient dans sa vie, eh bien cette femme est libre selon cette nouvelle façon de voir la liberté. De même, si on est travailleur, salarié dans une usine et qui subvient à ses besoins, certes, mais qui est complètement assujetti à un maître, à un patron. Et patron qui peut, par exemple, lui nuire jusqu'à faire en sorte qu'il ne soit jamais employé par quiconque s'il le licencie. Eh bien, il n'y avait pas de problème en réalité parce que cet ouvrier, disons, était tout à fait libre parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait dans la gamme de choix disponible à l'époque. Dans la tradition républicaine, on envisageait la liberté, donc dans une relation épouse-époux ou ouvrier-patron. Donc, dans cette ancienne tradition républicaine, cette personne-là n'est pas considérée comme libre parce qu'elle est assujettie à la volonté d'un autre et dépend de la volonté de l'époux ou du maître ou, en l'occurrence, du patron pour profiter, pour jouir des libertés fondamentales, pour pouvoir agir selon la gamme de choix disponibles. Donc, vous voyez, il y a une grande différence politique qui apparaît entre la pensée républicaine de penser à la fin du XVIIIe siècle et la pensée néolibérale. Un point pour faire le lien avec la cohérence de la semaine que nous proposons sur les nouveaux chemins. Cette émission est la seconde de la semaine. Nous parlions de liberté hier, nous parlerons de fraternité demain. Aujourd'hui, c'est le thème de l'égalité. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on revienne sans doute sur cette question de la liberté comme entendue comme non-domination, qui est essentielle pour vous, définir la place qu'occupe l'égalité dans votre pensée? C'est gentil de dire que j'ai une pensée, mais en réalité, moi, je me réfère à l'ancienne tradition républicaine, donc pensée qui était commune à tous les républicains du XVIIIe siècle, par exemple. Et il y a une connexion, il y a un rapport. Donc, avant de me lancer dans l'explication, permettez-moi de citer Cicéron qui nous dit que rien n'est plus doux que la liberté. Sans l'égalité, la liberté n'est rien. Au XVIIIe siècle, Rousseau nous dit que la liberté et l'égalité constituent les deux grandes valeurs du contrat social. Mais Rousseau ajoute que l'égalité est une valeur parce que liberté ne peut pas subsister sans égalité. Donc Cicéron et Rousseau nous disent qu'il y a un rapport très étroit entre la liberté et l'égalité, et l'égalité est importante parce qu'elle est nécessaire à la jouissance de la liberté. Maintenant, pour expliquer les choses, si l'on envisage la liberté comme nécessitant l'absence de domination, personne n'est maître par rapport à vous, donc dans l'exercice de vos libertés,
quelle que soit la façon dont on les conçoit, on n'est pas assujetti à la volonté de quiconque pour pouvoir jouir de ces libertés comme bon vous semble. Mais si l'on a ce genre de liberté dans la sphère des libertés disponibles à tous, eh bien, tout comme tout le monde, eh bien, vous pouvez profiter de la non-domination lorsque vous jouissez de ces libertés. Et si, par exemple, quelqu'un d'autre se trouve, disons, mieux protégé pour jouir de ses libertés, ou si quelqu'un a plus de libertés fondamentales que vous, eh bien, ces personnes-là définiront ce qu'est la liberté. Et vous, selon les normes de cette autre personne, vous ne serez pas considéré comme libre. C'est pourquoi Cicéron et Rousseau, qui ne sont pas de la même époque, insistent tous deux sur le fait qu'on n'est pas libre, en latin, à moins de côtoyer d'autres êtres humains qui ont la même protection pour ce qui est de jouir des mêmes libertés, étant donné les choix qui sont disponibles à tous. Reste à savoir si cette égalité ne conduit pas à une forme d'uniformité qui parfois peut devenir tyrannique. Et je vous propose, pour soulever cette question-là, d'écouter un texte de Rousseau que vous nous avez demandé d'entendre. Alors j'ai plaisir à vous le faire écouter. Il est interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin. C'est au chapitre 2 du 2e livre du Contrat social. Par la même raison que la souveraineté est inaliénable, elle est indivisible. Car la volonté est générale ou elle ne l'est pas. Elle est celle du corps du peuple ou seulement d'une partie. Dans le premier cas, cette volonté déclarée est un acte de souveraineté et fait loi. Dans le second, ce n'est qu'une volonté particulière ou un acte de magistrature. C'est un décret, tout au plus. Mais nos politiques, ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe, la divisent dans son objet. Ils la divisent en force et en volonté, en puissance législative et en puissance exécutive, en droit d'impôt, de justice et de guerre, en administration intérieure et en pouvoir de traiter avec l'étranger. Tantôt, ils confondent toutes ces parties et tantôt, ils les séparent. Ils font du souverain un être fantastique et formé de pièces rapportées. C'est comme s'il composait l'homme de plusieurs corps, dont l'un aurait des yeux, l'autre des bras, l'autre des pieds, et rien de plus. Les charlatans du Japon dépaissent, dit-on, un enfant aux yeux des spectateurs. Puis, jetant en l'air tous ses membres l'un après l'autre, ils font retomber l'enfant vivant et tout rassembler. Tels sont, à peu près, les tours de gobelet de nos politiques. Après avoir démembré le corps social par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pièces, on ne sait comment. Nous venons d'entendre le texte de Rousseau dont nous avions parlé ensemble, Philippe Petit, donc un extrait du Contrat social. Le concept de volonté générale permet à Rousseau de penser une forme de souveraineté dans laquelle chacun des individus reste libre. Et pourtant, le texte précisément que l'on vient d'entendre montre les travers auxquels peut conduire le concept de souveraineté, de volonté générale, à savoir la difficulté de nommer un souverain qui représente exactement la volonté de chacun et pas simplement la volonté générale. Well, this raises a lot of questions. Alors, I said at the beginning il y a beaucoup de questions là. Au début de mon propos, j'explique que cette tradition républicaine qui remonte à la Rome antique comporte trois éléments. D'abord, la notion de liberté comme étant l'absence de domination, et Rousseau soutient cela. Sinon, il y a la constitution mixte, et le troisième élément, c'est la notion du peuple contestataire qui supervise le travail du gouvernement, et au quotidien il est capable de remettre en question le gouvernement. Alors Rousseau est un penseur original, évidemment. En plus, c'est un écrivain formidable. Dans le passage que vous avez
fait entendre, le texte est formidable, mais il est original parce qu'il emmène le républicanisme français dans une nouvelle direction. Il rejette cette notion de constitution mixte et moi, je pense qu'il rejette la notion de la citoyenneté contestataire. Voici pourquoi. Dans la tradition française, qui remonte à Jean Bodin au XVIe siècle, dans cette tradition, Bodin explique qu'il faut un seul souverain. C'est lui qui lance cette notion de souveraineté dans la pensée politique. Il faut un seul souverain dans chaque État, sinon l'État ne sera pas stable. Il rejette cette notion de constitution mixte. L'idée selon laquelle il pourrait y avoir différents parlements qui doivent se mettre d'accord. C'est le cas, par exemple, dans un parlement avec une chambre haute et une chambre basse. Il faut qu'il y ait l'indépendance du système judiciaire par rapport au système législatif. Et personne n'est souverain. Aucune institution n'est souverain dans cette constitution mixte. Bodin rejette cela. Rousseau, quant à lui, quelques centaines d'années plus tard, lorsqu'il explique que la notion de liberté, c'est l'absence de domination, rejette l'autre aspect selon lequel il faut une constitution mixte avec différentes instances indépendantes les unes des autres, qui doivent travailler ensemble, travailler de consort pour que l'État fonctionne. Il rejette cela, Rousseau. Ce qu'il veut, lui, c'est un souverain unique. De même que Bodin souhaite un souverain unique. Mais Rousseau nous dit, dans sa version du républicanisme, que ce souverain donc doit représenter une assemblée des citoyens. De surcroît, cette assemblée de citoyens, cette assemblée doit fonctionner de telle sorte qu'elle puisse représenter ce qu'il appelle la volonté générale. Autrement dit, les membres de l'assemblée doivent être considérés comme des citoyens et non pas des individus ayant des intérêts propres ou des intérêts des groupes auxquels ils appartiennent. Ils doivent penser en tant que citoyens et ils doivent être pleinement informés, nous dit Rousseau, et ces citoyens ne doivent pas se lancer dans des décisions trop détaillées, des jugements, des cours, par exemple. Ils ne doivent s'occuper que de lois, d'un cadre législatif général. Et alors, nous dit Rousseau, il y aura donc cette instance qui seule sera souveraine. Et cela représente la volonté générale. Autrement dit, la volonté que tout le monde partage, tous les intérêts de la communauté. Et il n'y aura pas de domination par quelque individu que ce soit. C'est une nouvelle façon de penser, le républicanisme. Cela préserve une certaine influence, mais dans la France du XIXe siècle, les gens ont tendance à s'éloigner de ce républicanisme de Rousseau et préfèrent l'idée traditionnelle selon laquelle dans une république, il faut différents centres de pouvoir. Au moins, les cours de justice doivent être indépendantes du pouvoir législatif. Et le législatif, évidemment, ne peut pas inclure des citoyens, mais simplement une représentation des citoyens. Et ça, c'est nouveau. Chez Rousseau, il y a donc ce point de vue original de la pensée républicaine. C'est tout à fait différent de ce que l'on trouve dans la pensée italienne ou européenne. Et dans quelle mesure est-ce que la pensée de Rousseau, son républicanisme, tel qu'on a pu l'entendre dans l'extrait du contrat social que nous avons entendu, est compatible avec ce que vous appelez l'importance de l'individu contestataire, dans la mesure où la volonté générale, nous dit Rousseau, est une où elle n'est pas, la volonté générale où elle ne l'est pas. Comment articuler cette pensée-là avec la nécessité pour l'individu d'avoir un potentiel contestataire, puisque vous insistez sur cette idée? Well, I think in Rousseau himself, his notion is that every Chez citizen Rousseau, tout citoyen joue un rôle pour déterminer ce que doit être la loi. En effet, l'individu constitue l'Assemblée. Et une fois que l'Assemblée s'est exprimée, elle s'est exprimée en tant que souveraine.
Alors que l'individu peut penser que l'Assemblée a pris une décision qui n'est pas forcément appropriée, le citoyen, en dehors de l'Assemblée, n'a pas le droit de remettre la décision en question. Le citoyen n'a pas le droit de saisir une cour de justice pour envisager un changement législatif. Que la loi soit contre la liberté ou contre une constitution si elle existe. Chez Rousseau, les cours ne vont pas être indépendants de l'Assemblée. Les cours nomment des magistrats qui vont donc mener les affaires judiciaires et législatives, mais on peut toujours les saisir de manière ad hoc. Et ça, c'est nouveau chez Rousseau. Et dans l'interprétation que l'on fait de Rousseau dans la Révolution française et dans la France du XIXe siècle, la pensée de Rousseau et l'idée de la souveraineté du peuple fait l'objet d'une nouvelle interprétation, et cela est compatible avec l'ancienne tradition. Rousseau avait abordé les différentes instances, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, mais c'est le législatif qui est suprême. Les autres, ce sont simplement des gens qui sont nommés et que l'on peut remercier, que l'Assemblée peut remercier. Donc ce n'est pas vraiment la notion de la constitution mixte où les cours de justice sont véritablement indépendantes du pouvoir législatif, de l'Assemblée, donc l'Assemblée souveraine. Puisque vous insistez sur la dimension constitutionnelle de la République, dans quelle mesure est-ce que la signification constitutionnelle de l'appel à une souveraineté du peuple ou de la nation, telle qu'on peut l'entendre dans le texte de Rousseau encore une fois, vous prenez d'autres exemples dans votre livre, constituerait une sorte de raison suffisante de refuser, pour le dire clairement et pour faire un lien vraiment concret avec notre contexte actuel, de refuser par exemple pour un pays européen le processus de l'intégration européenne. Est-ce que celui-ci n'implique pas forcément de renoncer à une forme de souveraineté ? Chez Rousseau, la souveraineté, c'est la souveraineté du peuple dans sa dimension interne, autrement dit le peuple par rapport au gouvernement. Et ça, c'est différent de la façon dont un État interagit avec d'autres États. Donc là, il s'agit de souveraineté entre gouvernements. Rousseau lance cette notion de souveraineté populaire en tant qu'interprétation de la tradition républicaine. Je dirais que ceux qui ont suivi Rousseau, même s'ils rejettent certains aspects de sa pensée, par exemple le fait qu'il rejette la dimension constitutionnelle de la société, ils reprennent néanmoins le vocabulaire de la souveraineté. Donc, ça n'existait pas auparavant. Alors, l'intégration européenne, comment est-ce qu'on peut lier cela à la notion d'un peuple souverain? Un peuple souverain, à l'évidence, peut signer des accords avec d'autres peuples souverains quant au contenu de traités, par exemple, sur la relation entre pays et la mesure dans laquelle les peuples vont accepter des contraintes qui pèsent sur chacun des peuples. Mais dans cette notion, il n'y a rien qui s'oppose à la notion selon laquelle, dans l'État, les individus jouissent de la souveraineté, de leur instance représentative. Donc là, je vous parle de la dimension républicaine et pas simplement selon la pensée de Rousseau. Par ailleurs, il est possible, en principe, pour qu'un peuple sorte d'une situation, regardez ce qui se passe tristement au Royaume-Uni, qui a décidé de se retirer de cette entente. Autrement dit, le peuple préserve, même sur le plan international, sa souveraineté, parce que le peuple, s'il le souhaite, peut se retirer, même si ça rend les choses difficiles, peut se retirer. Et c'est donc le peuple qui est le dernier pouvoir en matière de relations internationales. Donc la souveraineté n'est pas du tout sacrifiée sur l'autel de l'intégration européenne. En clair, la souveraineté est jugée comme légitime au sein de la République et ne perpétue pas un système de domination dès lors qu'on reconnaît à l'individu
une décision, ce que vous appelez contestataire, le droit de se retirer à tout moment d'une forme de domination qui enfreint sa liberté. Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça? Oui. Dans mon interprétation de la tradition du républicanisme, et cela suit l'interprétation de Rousseau d'ailleurs, pour qu'un peuple soit souverain et libre, il faut que le peuple ait plus de pouvoir que le gouvernement à deux titres. Tout d'abord, il y a un pouvoir électoral, évidemment. Le peuple peut rejeter les gens qui sont au gouvernement. Et il y a également le pouvoir de contestation. Par exemple, le gouvernement peut être poursuivi en justice. On peut saisir le Parlement, on peut créer un nouveau parti politique, ou alors on peut protester auprès d'un médiateur, si médiateur il y a, ou alors on peut saisir la presse, ou alors on peut organiser des manifestations dans la rue. Tout cela, c'est évidemment la désobéissance civile. Tout ça, c'est la façon dont le peuple et ses individus préservent un pouvoir supérieur à celui du gouvernement. Autrement dit, le gouvernement n'est pas maître et n'exerce aucune domination. C'est le gouvernement du peuple qui doit agir au nom des individus et du peuple, à condition évidemment qu'il y ait ce pouvoir électoral et contestataire. Et comme je l'ai dit, cela remonte à la notion de liberté républicaine. Si la liberté républicaine signifie qu'il n'y a pas de domination ou de maître, eh bien, dans la vie publique, cela implique que l'on ne peut pas avoir de dominateur public. Le gouvernement, l'État ne peut pas exercer une domination. Et le gouvernement ne peut pas avoir ce statut dans la mesure où le peuple a ce pouvoir électoral et contestataire sur les agissements du gouvernement. Donc, la loi créée par l'État et son gouvernement protégera les intérêts des individus pour qu'ils jouissent de l'absence de domination, d'une liberté individuelle dans la gamme des choix et des libertés à leur disposition. De même, ils ne vont pas souffrir d'une domination publique parce que le peuple va maîtriser le cadre législatif qui régit et protège leurs libertés fondamentales. Mais est-ce que les lois sont suffisantes pour protéger la liberté des individus? Est-ce qu'un cadre législatif permet à lui seul d'assurer que chaque individu se trouve dans une position de non-domination? Il y a aussi une forme d'éducation à dispenser pour que chacun puisse aussi jouir de sa liberté. L'éducation, c'est fondamental. Il faut que on comprenne le système dans lequel on vit. Et si on a la chance de vivre dans une démocratie républicaine, il faut comprendre le système. Parce qu'on ne peut pas utiliser le système pour défendre sa propre liberté. Autrement dit, comme vous le dites si bien, l'éducation est très importante. Les domaines dans lesquels le gouvernement doit agir pour que son peuple jouisse d'une liberté individuelle, avec l'absence de domination, mais aussi à titre public, eh bien, le gouvernement doit assurer l'éducation de tous. Et évidemment, cela engendre des nécessités d'information. Cela implique de la transparence quant aux agissements du gouvernement. Et le gouvernement doit être ouvert, visible, accessible, pour que le peuple sache qu'il peut le contester si nécessaire. Et de même, pour que les individus jouissent de l'absence de domination à titre individuel et collectif, il faut que le gouvernement apporte une sécurité sociale, une sécurité juridique et judiciaire. Autrement dit, il faut une équité de traitement au niveau de la justice et au niveau pénitentiaire aussi. Et l'État doit apporter la sécurité dans les relations contractuelles où les personnes sont parfois exposées à une domination sur le lieu de travail ou dans un milieu familial. Autrement dit, l'État doit fournir l'éducation et ces trois formes de sécurité que sont la sécurité dans le domaine social, juridique et judiciaire et le domaine contractuel. La sécurité contractuelle pour s'assurer qu'il n'y a pas de domination, que ce soit dans le cercle familial ou dans le milieu du travail. Mais là encore, vous semblez définir un programme idéal qui fait très envie, mais qui ne fait que ressortir l'imperfection de la réalité, le caractère non idéal pour le coup de la réalité. Comment est-ce que vous composez avec ce décalage qui paraît quand même assez important
Je parle notamment peut-être en France, peut-être aux États-Unis où vous enseignez, mais encore plus dans d'autres pays du monde. Moi, il m'apparaît que la démocratie et le républicanisme, c'est non pas un état de fait, mais c'est un travail. C'est un objectif. On n'arrive jamais à la résolution des problèmes. C'est un travail en cours de réalisation. Et c'est la raison pour laquelle les citoyens doivent rester conscients de leur pouvoir. Ils doivent être vigilants face à la distorsion, à la corruption, à la déformation du pouvoir. Alors, la démocratie républicaine permet d'arriver à des objectifs à long terme et pas à court terme. Il est très facile, évidemment, de se trouver assez déprimé si l'on regarde ce qui se passe au jour le jour dans nos démocraties. Regardez par exemple la campagne présidentielle aux États-Unis. Là, c'est assez déprimant. Et puis aussi, l'Union européenne n'est pas en reste, s'agissant de la façon dont certaines instances comme la Banque centrale européenne agit ou autres. Donc, si l'on veut préserver les vertus de la démocratie républicaine, il faut se projeter dans le long terme. Donc, il faut se mettre d'accord sur un corpus de normes que l'on partage, des normes générales, sociales auxquelles on s'attend, des critères qui nous disent que chacun est libre d'agir, il n'y a pas de personne dominante, on travaille ensemble pour arriver à l'intérêt de la collectivité. Alors, il faut que ça se soit imposé au gouvernement sur le long terme. À l'heure actuelle, nous vivons une transition en Europe. L'euro, la Banque centrale européenne et les dispositions européennes sont pour le moins assez peu claires. Et il y a beaucoup de pays qui sont dans un état de souffrance, alors qu'un pays comme l'Allemagne, par exemple, se porte très bien dans l'euro. La France aussi, mais il y a beaucoup de pays qui ont été assez maltraités par l'euro. Ça, c'est un problème qu'il va falloir résoudre. Mais ce problème, on va le résoudre non pas par le nationalisme de droite, on va le résoudre à plus long terme en employant des idées plus saines avec les peuples qui poussent dans la direction de leurs intérêts. Il en va de même pour les problèmes d'immigration. Nos pays connaissent l'immigration depuis des générations. Évidemment, nous avons une période particulière, mais ça aussi, à long terme, c'est un problème qui va être résolu. J'espère que ce sera résolu rapidement parce qu'il y a des gens très nombreux qui souffrent de cette situation migratoire. Autrement dit, il faut regarder la longue durée, nous dit M. Petit en français dans le texte. Et il ne faut pas être désespéré quand on regarde les choses de façon court-termiste. La longue durée, il se rend beaucoup plus optimiste de l'entendre avec votre accent qu'en français. Et justement, je suis contente qu'on termine là-dessus parce que la question que je vous posais par rapport au décalage entre l'idéal et la réalité était plutôt pour faire ressortir le caractère positif de l'idéal. Oui, la devise républicaine est sans doute un idéal. Oui, ce que vous proposez est sans doute un idéal. Mais nous en avons besoin pour savoir quelle direction suivre, au sens où Kant parlait d'idéal régulateur. C'est parce que nous pouvons, parce que vous, notamment, pouvez faire la liste de ce vers quoi il nous faut tendre, que nous savons, y compris dans les situations les plus difficiles, que il y a un chemin à suivre, sans doute, pour atteindre quelque chose qui est plus viable pour tout le monde. Et c'est ce qu'on peut appeler un idéal. Oui, Kant parle d'idéal qui nous guide. Et dans la tradition républicaine française et dans le républicanisme européen, on se rend compte que on est face à une espèce de balise qui nous guide, sorte de phare vers lequel nous devons tendre. Et les idées que l'on recherche, la liberté, personne ne doit être soumis à la domination d'un maître, et le peuple dans son entièreté doit pouvoir maîtriser
le cadre législatif. Autrement dit, il y a des défis à relever à très court terme et cela tend à nous faire oublier, encore une fois, la longue durée. Par exemple, il y a les problèmes à très court terme de la crise migratoire, sinon il y a le problème de l'avènement rapide du pouvoir des entreprises. Je vous parle des grandes multinationales. Les grandes entreprises, les grandes multinationales sont désormais capables d'exercer de la pression sur les États au niveau fiscal, au niveau environnemental et au niveau des relations sociales. Et c'est particulièrement délétère cela. Et c'est un problème aussi grave qu'est celui de la crise migratoire. Et pour ces deux problématiques, ce qu'il faut, c'est un débat public pour que nous sachions bien quels sont nos critères de fonctionnement et nos idéaux. Et nous pouvons employer nos gouvernements. Nos gouvernements, eh bien, c'est nous, c'est le peuple. Et nous devons mettre en place et se mettre d'accord sur les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent commercer. Et nous devons nous mettre d'accord sur les conditions dans lesquelles nous sommes prêts à partager les contraintes que pose la crise migratoire pour pouvoir accepter ces réfugiés, pour éviter qu'ils ne souffrent. C'est ce que vous appelez l'importance de la conversation politique dans votre ouvrage. Un grand merci à vous, Philippe Petit, d'être venu vous prêter à ce jeu de la conversation philosophique à la radio. Ça, c'était un grand plaisir pour moi. Merci. Merci infiniment. Et un grand merci à vous, Xavier Comte, d'avoir assuré non pas la traduction, mais l'interprétation de cette émission. Ce fut un défi, mais aussi un plaisir.